Jacques est médecin anesthésiste avec une spécialisation sur la douleur et sur la douleur dans des indications qui sont larges, qui vont de l'obstétrique à, en utilisant l'hypnose, pardon, j'ai oublié le principal, c'est que l'outil thérapeutique qu'utilise Jacques chaque fois que les médicaments ne marchent pas, sont dépassés ou ne marchent pas, il utilise l'hypnose. Donc, c'est soit dans des douleurs chroniques, dans des douleurs de cancer, bien sûr, dans des douleurs liées à des maladies orphelines, dans tout un tas de contextes. Donc, moi, j'ai une première question. J'ai envie qu'on plonge tout de suite, Jacques, au cœur de la question qui peut intéresser peut-être nos publics multiples. C'est quand tu amènes tes gens dans l'hypnose, tes patients dans l'hypnose pour les soulager, quels sont les états de conscience que tu constates qu'ils fréquentent ou dans lesquels ils vont? Est-ce que tu as des parallèles que tu as fait toi-même entre les états dans lesquels ils vont et les EMI? Oui, bonjour à tous. D'abord, je salue Amine Benyamina. Il est très important, très intéressant. Il parle d'un domaine que je connais bien, qui est le domaine des médicaments. Il a parlé des mésusages des morphiniques, en particulier aux États-Unis, qui est maintenant très connu et qui a fait des ravages. Et puis, il nous a aussi parlé de la mise en place, enfin, de l'étude sur les cannabinoïdes, sachant que par rapport au Canada ou à d'autres pays, on a déjà 20 ans de retard. Donc, les décrets sont parus, tant mieux. Il va falloir attendre encore 1 an ou 1 an et demi avant l'étude de Nicolas Autier, mais on espère quand même pouvoir avoir une réponse. Maintenant, je viens sur la question que tu m'as posée, Laurence. Donc, il est vrai que, comme tu m'as présenté tout à l'heure, moi, je suis un clinicien. Et lorsque tu m'as abordé pour parler dans cette soirée, dans ces soirées, parce qu'il y en a plusieurs qui concernent les EMI, les EMC, au début, je me suis un peu demandé ce que je pouvais y faire. Et puis, c'est vrai qu'après en avoir discuté avec toi, après avoir analysé un peu les situations, je trouve que j'ai quand même beaucoup plus de liens que je pouvais le penser avec, d'un point de vue clinique évidemment, puisque je ne suis pas un chercheur, avec le thème de cette réunion. Alors, en ce qui concerne ta question, c'est-à-dire les liens qui peuvent exister entre les EMI et les états modifiés de conscience, ma première approche, évidemment, c'est l'approche de l'hypnose. L'hypnose, elle m'a été apprise par un maître il y a une vingtaine d'années, et je l'ai très vite mis en application. Il y avait un DU hypnose, qui est organisé à la Pitié-Salpêtrière de façon très sérieuse. Et je l'ai mis en application assez rapidement parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des situations où les antalgiques ne marchent pas, il y a des situations où les antalgiques, des plus simples aux plus élaborés, ne sont pas efficaces, des situations où ils sont très mal tolérés, des situations où ils ont plus d'effets indésirables que d'effets positifs, et on se retrouve dans certains moments avec une impasse, et cette impasse, il faut la résoudre. Or, il est vrai que si la douleur répond très très bien aux antalgiques majeurs, dans la majorité des cas, elle peut répondre aussi à d'autres techniques, et l'hypnose en est une. Donc l'hypnose, c'est quoi? Beaucoup de gens le savent, hein, je vais très vite. C'est une thérapie brève, une thérapie qui est faite de façon directive par un accompagnateur. Cet accompagnateur, il oriente la discussion, il fait des suggestions, et puis d'une certaine façon, il essaye d'amener la patiente, j'ai la patiente parce que j'ai vraiment 10 fois plus de femmes que d'hommes, la patiente dans un état de veille, tel que tu les as définis tout à l'heure. Et cet état de veille, il permet, avec des suggestions, d'emmener cette patiente, on va dire dans une déambulation, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui permet de revoir des situations et avec des suggestions, mais grâce aux ressources du patient lui-même, de la patiente lui-même, puisque en fait, il s'agit d'aller chercher ses propres ressources, de trouver des solutions alternatives à des traitements médicaux qu'on ne peut pas appliquer. J'ai plusieurs expériences, je vais parler tout de suite, mais pour répondre plus directement à ta question, par rapport aux aux EMI, pardon, les EMI, c'est quelque chose de différent, évidemment. D'abord, ils sont
d'apparition involontaire, d'apparition brutale, c'est pas concerté, c'est un accident. Dans le cas des EMI, il peut y avoir même une menace pour la vie, puisque tous ceux qui ont décrit une mort imminente, voire une mort arrivée, dont ils sont revenus. Et c'est vrai qu'il y a déjà une différence entre les deux. Mais il existe un lien, et ce lien, moi, je l'ai trouvé en particulier dans ce que décrivent ceux qui ont expérimenté les EMI, à savoir une sensation de bien-être, une sensation de voler, une sensation d'être un petit peu au-dessus de la situation, de l'examiner, de grande sérénité. Et en fait, l'impression qu'ils se voient eux-mêmes à travers une situation qui est la leur, mais qui voient de l'extérieur et de très haut. Lorsque je fais des séances d'hypnose, alors imaginons une séance pour quelqu'un qui aurait eu un accident de la main, qui aurait perdu une main ou qui aurait eu la main écrasée, une des possibilités thérapeutiques, c'est, après avoir induit la séance, c'est de ramener cette personne dans un état antérieur qui est un état avant l'accident. Pourquoi ? Pour retrouver d'une certaine façon l'usage de cette main qui a été écrasée, qui devient indolore, et d'une certaine façon de placer la personne dans un état antérieur. Et cet état antérieur, c'est un état qui permet de retrouver une certaine sérénité et parfois de faire bouger la main, de lui faire faire des exercices qu'on ne peut pas faire en dehors de l'hypnose. Et très, très souvent, c'est aussi une promenade, c'est aussi une déambulation. Et cette déambulation, c'est pareil, lorsque les jeunes patientes ou la patiente auquel je pense la décrivent a posteriori, eh bien, ils ont vu la petite fille qu'ils étaient avant, ils l'ont vue de très haut, ils l'ont survolée jusqu'au moment où ils reviennent dans leur propre corps. Et je trouve que ce lien-là est un lien assez étroit entre l'une et l'autre, toute proportion gardée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, alors moi, du coup, j'ai une question tu dis, voilà, la personne, tu la mets en état d'hypnose, elle va avant l'accident, elle prend appui, un peu comme on entend dans certains récits de EMI d'ailleurs, hein, Oui. de voyager dans des souvenirs très positifs et heureux. Mais est-ce que c'est durable? Le fruit de la séance, c'est quoi? Ça peut durer quelques jours ou pas? Là, on est vraiment dans l'usage thérapeutique. Alors, merci, oui, c'est vrai, c'est très intéressant. Je vais revenir sur une autre expérience. À l'hôpital Pompidou, où je ne suis plus maintenant, que j'ai quitté il y a 2 ans, je m'occupais beaucoup de jeunes femmes qui avaient un syndrome d'Ehlers-Danlos. Alors, le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est simple, c'est une maladie orpheline, c'est une altération du tissu conjonctif qui fait que ces personnes, elles se luxent très très facilement, elles ont une hyperlaxité au niveau des membres, elles se l'épaule ou le genou en le remettant après de façon spontanée qui est impressionnante. Et aucun médicament, que ce soit les morphiniques ou des antalgiques plus soft ou des anti-inflammatoires, aucun médicament ne permet de les soigner. À titre indicatif, ce sont des femmes, parce qu'elles sont souvent jeunes et c'est une majorité de femmes, qui vivent avec des combinaisons en latex qui permettent de rapprocher les éléments du corps de façon à ce que les articulations soient soutenues et que les luxations, qui peuvent être très très douloureuses, voire hémorragiques, soient limitées au maximum. Et ces femmes, lorsque je les voyais dans une séance, en fait, un des problèmes qu'elles ont, c'est que le moindre déplacement, ne serait-ce que dans un lit la nuit, est extrêmement anxiogène et douloureux. Et pour éviter ces douleurs, il faut essayer de les aider à dormir ou avoir un sommeil le plus profond qui soit. Et ce qu'elle me disait en général, c'est lorsqu'on faisait une séance, alors malheureusement c'était tous les 15 jours, parce que le nombre de patientes ne permettait pas de les voir toutes les semaines, elle me racontait, elle me disait toutes, je crois, que dans les jours qu'on suivit, 3, 4, 5 jours, elles étaient beaucoup plus sereines, elles avaient des nuits beaucoup plus complètes, elles n'étaient pratiquement pas réveillées par la douleur et elles étaient moins fatiguées au réveil, parce que cette sensation de fatigue au réveil quand on dort mal, elle est très délétère aussi. Donc voilà un effet induit qui est un effet qui peut se prolonger quelques jours, malheureusement pas 15 jours, mais qui peut leur donner, en dehors de toute médication, un état de sérénité
et la sensation, l'espace d'un moment, d'avoir gagné un peu en tranquillité et de pouvoir faire d'autres choses, parce qu'elles sont jeunes, et beaucoup d'entre elles travaillent à la maison ou ailleurs d'ailleurs. Merci, merci beaucoup, Jacques. Je vais faire un commentaire parce que je pense qu'il y aura des questions qui vont dans le débat entre vous qui vont surgir. Juste, on a évoqué tous les deux le cas de, et j'en profite pour m'adresser au public et en leur demandant leur contribution, le cas d'une personne qui a eu un Covid et qui a vécu un état de conscience modifié, analogue à une EMI. Tu me corriges si je me trompe, mais elle a vécu une paradoxalité puisqu'elle était comme paralysée, comme quand on est dans certains rêves, on ne peut pas bouger, comme paralysée, consciente, mais dans un état de bien-être et de paix, une forme de félicité. Est-ce que je me trompe? Non, non, on peut en parler. On l'avait un peu évoqué d'ailleurs. Il s'avère que je lui ai téléphoné hier. Parce que je voulais avoir ses propres mots, parce que j'ai pris des notes, parce que ce qu'elle m'avait raconté à l'époque où je l'ai rencontrée, il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de juin dernier. En fait, c'est une personne de plus de 80 ans qui est en activité, qui a une activité intellectuelle importante, et puis qui s'est chopé le virus. On ne sait pas très bien comment. Au début, ça se passait très bien. Elle était fatiguée, elle était au lit chez elle. Et puis, les choses se sont aggravées en quelques heures, à telle enseigne qu'une nuit, alors qu'elle était dans sa chambre, je précise qu'elle fait chambre à part avec son mari, qui est plus âgé qu'elle, elle a dû rouler dans ses draps et elle est tombée en bas de son lit. Donc, elle s'est retrouvée le long du sommier, allongée par terre. Elle était allongée par terre et elle m'a expliqué qu'elle était enroulée donc dans sa couverture ou dans sa couette, je ne sais pas, et qu'elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas bouger. Et ce qu'elle m'a expliqué, alors là, elle était Covid, elle déchargeait un maximum, elle m'a expliqué qu'elle se sentait très bien, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas bouger ni ses membres, ni son corps. Elle ne pouvait même pas appeler son mari qui était dans la chambre d'à côté. Elle avait une espèce de paralysie générale qui faisait qu'elle était incapable de remonter dans son lit ou de se lever pour marcher. Une paralysie globale. Elle m'a dit, je suis restée allongée par terre sans doute plusieurs heures parce que c'était en pleine nuit. Elle m'a dit qu'elle était bien, qu'elle se sentait très bien, qu'elle avait très très chaud dans son drap, qu'elle était dans un état de bien-être qui fait qu'elle n'avait pas peur. Elle se voyait, donc encore cette sensation de se voir allongée par terre, tout en étant par terre, donc elle était sortie un peu de son enveloppe. Et elle m'a dit, j'ai pensé à ce moment-là, plus de 80 ans, hein, si c'est ça mourir, ça me va bien, c'est simple. C'est la phrase qu'elle m'a dit. Si mourir c'est ça me va très bien et c'est simple. Et en fait, elle est restée dans cet état-là, avec l'impression de s'en aller, sans aucune réaction possible, jusqu'à ce que son mari la retrouve au petit matin, appelle les pompiers, le SAMU, et elle s'est retrouvée en réanimation à Cochin dans les heures qu'on suivit. Donc, pour moi, c'était la seule description que j'ai eue en direct d'un état tel que nous, on est en train d'en parler ce soir, lié directement à un Covid. Et à titre tout à fait important, elle est restée hospitalisée 20 jours, mais elle est rentrée chez elle. Merci, merci beaucoup. On va devoir arrêter, mais j'en profite en effet en m'appuyant sur ton intervention pour dire que si vous avez dans votre environnement des gens qui ont eu le Covid et qui ont fait des expériences d'état modifié de conscience et de MI, adressez-vous à nous. On va récolter de l'information et il va y avoir des cohortes scientifiques. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous et avec vous. Merci. Est-ce que tu m'autorises encore une phrase? Une phrase, vas-y. Très courte. Non, on a parlé d'obstétrique aussi. Je voulais juste préciser que j'ai beaucoup mis en application l'hypnose dans un service d'obstétrique parisien où je travaillais et qui m'est arrivé à plusieurs reprises pour des femmes dont l'accouchement par voie basse se passait mal et qui, en l'espace de 2-3 minutes, se retrouvaient au bloc opératoire pour une césarienne à laquelle elles n'étaient pas du tout préparées. Après la sortie du bébé, donc par voie de césarienne, par voie abdominale, il était très important, alors qu'elles se mettaient à paniquer, de ne pas être obligé de les endormir. Parce qu'endormir une femme enceinte à ventre plein, c'est dangereux.
Et donc, j'ai donc mis en application l'hypnose. Et juste une anecdote verbale, c'est que assez souvent, ça m'est arrivé des dizaines de fois, lorsque j'allais les voir le soir lors de la contre-visite, il y en a plusieurs qui m'ont dit, écoutez, c'était extraordinaire, j'ai l'impression d'avoir accouché dans un rêve. Voilà, donc je trouve que c'est une parole intéressante.